cérémonie chez les abeilles. Le moment est grave, il n'y a plus rien à manger dans la ruche. Au milieu des ouvrières, c'est l'abeille éclaireuse. Elle entame une danse frénétique et c'est comme cela qu'elle explique aux autres où se trouve la nourriture la plus proche. Dans une autre ruche, bien garnie celle-là. À la tête de l'escadron, la meilleure des pilotes mène l'attaque. Ici, on est au ralenti. Mais pour leur petite taille, c'est comme si elles volaient à 300 km/h. Et attention à l'atterrissage! Mince, c'est raté! Heureusement, une abeille s'est volée en arrière et retombe toujours sur ses ailes. Ok les filles, attention au trafic aérien. Dès que les autres sont passés, on attaque. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, sur la gauche, un crash au décollage. Mayday, mayday! Abeille en perdition! Elle tombe dans le vide, elle se retourne. Ouf! Elle s'est rétablie. Écartez-vous, je recule pour laisser passer. Attention, restez pas dans mes pattes. Ce n'est pas tout. Il faut déloger les autres abeilles si on veut chipper un petit peu de miel. Toutes les abeilles sont des soldats, mais pendant que quelques-unes se ruent dans la nourriture, d'autres continuent le combat autour de la ruche. Les perdantes devront abandonner leur réserve de miel et le combat qui oppose les deux ruches est sans pitié et va jusqu'au chaos complet. Les attaquantes ont gagné la bataille. Par ici la bonne soupe, chez les abeilles on mange en groupe et en se passant la nourriture de trompe en trompe. On appelle cela un estomac social. Dans la jungle des marécages vivent des milliards d'insectes, comme ce petit ver de vase rouge qui deviendra plus tard, devinez quoi, le célèbre moustique. En fait, tous les moustiques ne piquent pas. Il n'y a que la maman moustique qui a besoin du sang des mammifères pour faire des bébés. Ah, raté! Et s'il y a beaucoup de moustiques près des mares, eh bien c'est parce qu'elle va déposer les œufs sous l'eau. Ils sont agglutinés en grappes et libèrent bientôt des petites larves blanches. Des larves qui vivent la tête en bas en respirant par un siphon naturel qui sort de leur petit derrière et qui leur permet de pomper l'air à l'extérieur, comme avec une paille. Enfin bon, la tête en bas, c'est pas évident, mais pendant cette période, la larve du moustique se nourrit en permanence en agitant ses mâchoires pour saisir les micro-organismes qui vivent dans l'eau. La petite larve va alors développer des pattes et des ailes qui resteront repliées dans l'enveloppe transparente qui la protège. C'est alors que va se produire ce que la nature fait de plus magique, la métamorphose. Imaginez, c'est comme dans un sac de couchage trop serré, le moustique va s'extraire lentement de son enveloppe et commencer sa vie à l'air libre, enfin. Il ne peut pas encore voler, il doit faire d'abord sécher ses petites ailes et c'est le moment le plus dangereux de sa vie car il est alors sans défense, pauvre petite bête. La nature a bien fait les choses. Si tous les moustiques se mettaient à voler, nous serions envahis, un peu pénible. Beaucoup d'animaux voraces les guettent, comme cet escargot carnivore qui fait son repas d'un jeune moustique bien tendre. Ou le géris, ce qu'on appelle aussi l'araignée d'eau. En fait, vous savez, la vie d'un moustique, ça se résume souvent à ça. Je l'ai eu. Parmi les crustacés, il en est de particulièrement déshérités qui naissent Sans coquille, c'est triste. Le pagure, plus connu sous le nom de Bernard l'Ermite, est un véritable SDF de la mer, toujours à la recherche d'une maison à louer. Décidément, c'est vraiment trop petit, hein, ça me sert. Et hop, oh ben là, c'est trop grand celui-là, vraiment trop grand. Ouais, et moi, je préfère le style oursin des mers, vous voyez, c'est plus grunge. Coucou, c'est moi. Eh bien, moi, je ne porte que du coquille Chanel. Oh, mais c'est quoi celui-là? Eh bien, cet été, c'est le look éponge qui fait son retour en force. Vous pouvez avancer d'un pas spongieux, comme notre spécialiste. Ouais, vraiment, hein, celui-là, je vais te dire, il a pris la grosse tête. Hein. Moi, je préfère racler le fond que de voir ça, ça m'énerve. Évidemment, la crise du logement des océans provoque parfois des bagarres. Et dis donc, celle-là, je l'ai vue le premier, hein. Tu la touches pas, ma coquille. Non, mais ça va pas, non? D'abord, c'est pas ta taille. Mais lâche-la, je te dis, elle est à moi, cette coquille. La nature fait bien les choses. Chaque espèce animale utilise pour se déplacer des organes parfaitement adaptés au milieu dans lequel elle vit. Pourtant, ce
ce Yule qui défile devant nous comme un train de marchandises n'est pas très rapide, parce qu'il est gêné par toutes ses pattes, évidemment. Les pattes de derrière donnent l'impulsion et une vague parcourt tout son corps, de la tête aux pieds. C'est vraiment le cas de le dire. Et le Yule s'appelle aussi un 1000 pattes, 1, 2, 3, 4, 5, enfin on va pas tous les compter, hein. En inventant les doigts au bout des pattes, la nature a permis à certains animaux de s'accrocher aux branches. Mais le gecko, un parent du caméléon, fait encore plus fort, car lui, il a des petites ventouses au bout des doigts de pied qui lui permettent de s'accrocher sur les surfaces les plus lisses, y compris les vitres. Une autre grande invention de la nature pour se déplacer, c'est le saut. Les pattes sont devenues des ressorts qui projettent l'animal dans les airs, avec parfois un retour au sol tout en lourdeur. Heureusement, les grenouilles qui sont célèbres pour cet exercice ont souvent une piscine personnelle à leur disposition. Elles ont la chance. Et lui, c'est un criquet. Il peut sauter 35 fois sa hauteur. C'est comme si un homme pouvait sauter un immeuble de 15 étages. Il lui faudrait bien sûr un parachute pour atterrir. Et lui, il a des ailes pour ne pas se casser la figure, bien sûr, le criquet. Le vol est ce que la nature a inventé de plus rapide pour se déplacer. Avec ses 3000 battements d'ailes par seconde, notre Jiminy Cricket n'a rien envié aux avions, car lui aussi peut traverser l'Atlantique sans escale. Il y a des milliards d'années, quand la vie a commencé sur Terre, tous les animaux de la création étaient réunis dans une goutte d'eau. C'étaient des animaux microscopiques, mais déjà certains plus gros et plus rapides mangeaient les autres plus petits et plus lents. Pour se défendre de ces grosses brutes, les plus faibles se sont mis à inventer toutes sortes d'astuces. L'hydre, par exemple, est un animal qui se fait passer pour une plante. Les anémones de mer sont aussi des animaux, mais avec leurs jolies couleurs, elles se sont fait passer pour de jolies fleurs en attendant l'heure du repas. Il y en a même qui font leur intéressante pour attirer leur proie. La crevette croit avoir trouvé un petit lit douillet, et là, tout d'un coup, plouf! Ah! Le plancton, lui, est un organisme vivant, mais minuscule, que l'on trouve en énorme quantité dans tous les océans du monde. Alors, si certains poissons, comme cette raie, nous donnent l'impression qu'ils sont toujours en train de parler pour ne rien dire, c'est qu'ils mangent du plancton, seulement il est invisible à l'œil nu. Quant au balistre, lui c'est un fin gourmet qui préfère manger des oursins. Mais attention, ça pique! Et il doit souffler du sable sur cette pelote d'épingles vivantes pour la retourner sur le dos du côté où ça pique le moins. C'est fait! Balèze le balistre, non? Dans le micro-monde, les fourmis des arbres construisent des cathédrales de feuilles pour se mettre à l'abri de la tempête. Ce sont de véritables architectes. Tout d'abord, il y a l'équipe de construction numéro 1 qui fait plier une feuille en y mettant tout son poids et ensuite fait la pyramide pour atteindre l'équipe numéro 2 qui, vous allez le voir, attend en bas. Une fois la jonction réalisée, il va s'agir de rapprocher les feuilles l'une de l'autre en attendant que l'équipe numéro 3 entre en action. Et les voilà, les couturiers arrivent avec un verre à soie entre les dents. Le verre à soie va fabriquer au fur et à mesure de leurs besoins un fil très solide. Avec cette pelote, elles vont coudre les feuilles les unes aux autres. Et admirez le travail. Les fourmis des bois, elles, sont spécialisées dans l'élevage de pucerons. Les pucerons qui, justement, produisent comme les abeilles un nectar sucré que l'on appelle miella. Tous les jours, les fourmis vont traire pour récolter leurs petites gouttes. Oh vraiment, ma chérie, moi, ce miel-là, mais j'en raffole, c'est dingue! Quant aux fourmis Atta, elles mangent des champignons qu'elles font pousser dans un coin humide de la fourmilière. Pour cela, elles font tomber une branche. Puis, elles découpent bien proprement des petits bouts de feuilles ronds qu'elles amènent ensuite au fond de la fourmilière pour servir d'engrais à leur plantation de champignons. Décidément, on n'a rien inventé. Ni l'élevage, ni l'agriculture. La toile d'araignée est un piège très sophistiqué, équipé d'un réseau de communication du genre Internet. Et oui, en anglais, net veut dire filet, comme celui-ci. Au centre, les yeux ouverts, Madame Araignée fait semblant de dormir. Et ch'ting! Ah, ça y est, je crois que j'ai une touche. Un papillon est tombé dans le piège. Aussitôt, il déclenche le système d'alarme automatique, et plus il bouge, plus cela fait de bruit.
Un autre spécialiste des pièges est le fourmilion, ou le lion des fourmis, enfin c'est comme vous voulez. Lui, il prépare son terrain longtemps à l'avance en dessinant un labyrinthe, puis il se met à creuser des petits trous dans le sable le plus profond possible. Encore un petit coup de pelle, et ça y est, il peut s'enterrer au fond et attendre sa proie. La fourmi, qui ne se doute de rien, est troublée par le paysage étrange. Elle dérape et tombe au fond de l'entonnoir diabolique où l'attend le fourmilion. Alors, une fois en bas, bonjour les dégâts. Quant à Coco Belleuil, le caméléon, son piège, c'est de se confondre avec le paysage. Et quand une proie passe dans le quartier, il sort son arme secrète. Sa langue. Et admirez la technique au ralenti. La langue se déroule comme un ressaut pour aller toucher sa cible. À grande distance, la langue se colle à la proie et la ramène à la maison. Tout ça, ça se passe dans un dixième de seconde. C'est vraiment ce qu'on appelle un fast-food. Quand dans les grands déserts, la chaleur devient insupportable, les animaux qui y habitent vont s'enterrer sous le sable. Comme cette petite taupe dorée qui essaie de mettre son petit derrière à l'abri, regardez. Avec les rayons X, on peut voir que sous terre, la taupe progresse en poussant avec ses pattes, comme si en fait elle était en train de marcher sur la surface de la terre. Le lézard, quant à lui, peut s'enterrer en un quart de seconde. Ouh, rapide. Au ralenti, on voit bien sa technique qui consiste à faire avec son corps un tourniquet frénétique qui pénètre dans le sable comme une vrille à grande vitesse. Sous la surface, on aperçoit que contrairement à la taupe, il ne marche pas sous terre, mais il a replié ses pattes et nage comme un poisson. Autre désert, autres animaux. La vipère des sables au Mexique, elle danse la salsa pour s'ensabler sans souci, en commençant par les pieds, enfin si l'on peut dire, pour arriver à la tête. Oh bah elle est partie. Salut. Les terribles fourmis Magnans attaquent le château de la Termitière. La horde sauvage balaie tout sur son passage pendant que les soldats Magnans montent la garde pour protéger l'avancée de la colonne. Pour défendre l'entrée de la loge royale au centre de la Termitière, les soldats termites livrent un combat héroïque mais inégal, car ils n'ont pas Dieu. Ils sont complètement aveugles. Et voici Sa Majesté la Reine des Termites dans la salle du trône où elle passe toute sa vie à pondre. Elle a des yeux, elle a une petite tête, un petit corps, mais un ventre gigantesque, monstrueux, 3000 fois plus gros que celui des ouvrières qui sont obligées de faire sa toilette toute la journée. Elle pond, tenez-vous bien, 1 million d'œufs par an que ses sujettes vont chercher inlassablement au bout de son popotin. Puis elles vont les cacher, les petites coquines, dans le dédale des galeries qui sont toujours en construction dans le château de la Termitière. Les petites termites devenues grandes, il leur poussera des ailes. Une fois par an, elles s'envoleront pour aller loin construire un nouveau château. Bonne chance les filles. Si les escargots sont les rois de la lenteur, c'est que ce sont des animaux extrêmement prudents. C'est pour cela qu'ils sortent leurs cornes avant de sortir leurs yeux. On ne sait jamais, hein, des fois qu'il y a des choses horribles à voir. D'abord les cornes et puis ensuite l'œil qui remonte lentement pour venir se loger à l'extrémité. On le voit là. Ils avancent lentement en fabriquant une bave épaisse qui les protège de tous les accidents de terrain. Et dès l'aube, eh bien, ils partent faire une course de crosse. Et les voilà partis. La tortue n'en revient pas. Elle n'a jamais vu l'équipe des petits gris en si grande forme. Et il passe le premier obstacle, la fameuse lame de rasoir. Magnifique mouvement, oui, tout en souplesse. Puis c'est le pont de la rivière. Aïe! Attention, car Rambolage a failli faire mal. Mais voilà que Lulu le bourguignon se détache du peloton et s'attaque à la montagne. Admirez le passage, oui, oui, oui. Les muscles de l'athlète en plein effort, ce sont les terres des obstacles avant la ligne d'arrivée. Les petits gris sont coquilles à coquilles, c'est le sprint final. Oui, le bourguignon se détache et passe la ligne. Le premier en laissant derrière lui un sillage d'écume. Bravo! La foule est vraiment en délire. Acclame le vainqueur qui a bien mérité un bon baiser de Miss Garguette. Eh oh, oh! Lulu! Lulu, ça va, on a la télé là!